Coucou YouTube, on se retrouve pour les sorties du mois de juin et les sorties grand format cette fois, puisqu'on a déjà fait les poches et petits budgets. Bon, il n'y avait que des poches, je crois. Bon, alors ouais, ce que j'ai dit il y a 2 secondes, c'est que pour la première fois, je pense, à l'exception des mois de juillet et décembre qui sont toujours vides, pour la première fois, j'ai pas eu besoin de faire de tri dans ce que j'ai trouvé. En fait, j'ai mis tout ce que j'ai trouvé. Et surtout, j'ai préparé ça il y a 10 jours. Et j'ai aucun souvenir, mais genre vraiment aucun souvenir des... Enfin, aucun. Peut-être pas totalement aucun, mais en tout cas, voilà, je me souviens plus des synopsis des livres. Donc en fait, c'est un peu comme si j'allais découvrir avec vous. Voilà, ça va être ça. Coucou Jenny, comment ça va? Ça va être ça, je vais un peu découvrir les livres avec vous, parce que je me souviens plus de ce que j'ai mis. Vous êtes plus à ça près avec moi, j'ai envie de dire. Je pense qu'à force, vous avez l'habitude que ce soit un petit peu brouillon, nature peinture, voilà, c'est comme ça. Allez, du coup, on va se caler par ici avec le petit chat que un jour je vais peut-être changer. Je sais pas, après je passe en mode été, peut-être sur un truc moi des fiertés, je sais pas, j'en sais rien, on verra. Coup de soleil, nous demain on va à la plage. Je pense qu'il y aura du monde parce que c'est le lundi de Pentecôte, mais bon, voilà. Allez, du coup on va attaquer. Alors les premières sorties c'est le 3 juin. Grosse vague de sorties le 3 juin, comme d'habitude. Et du coup on attaque avec la première sortie qui est Détour de Guido Scardoli, qui est un auteur italien. Quand je sais, je peux le dire au moins. Et donc, on va suivre dans cette histoire. Alors, je crois que c'est un jeunesse young adulte. Bah oui, c'est chez Didier Jeunesse, donc oui, forcément, c'est jeunesse young adulte, voilà, ado quoi, en tout cas. 18,50 €, 432 pages. Alors, dans cette histoire, on va suivre donc une maman qui s'appelle Maya, qui va partir en vacances avec ses enfants, Mathia et Clarissa. Alors, Mathia, je suis pas sûre que ce soit une fille malgré le prénom. Je crois que c'est un prénom de garçon en italien, il me semble. Mais bon, est-ce qu'ils le disent? Je pense que c'est comme c'est il. Ouais, je pense que c'est il, donc c'est Mathia, c'est un garçon. Donc Mathia et Clarissa et Maya, qui s'apprêtent donc à partir en vacances dans les Dolomites, une très belle région, enfin je dis une très belle, il paraît une très belle région d'Italie, parce que pour le coup je suis jamais allée dans les Dolomites, j'aimerais bien. Malheureusement, au moment, enfin ils sont sur la route et il y a une violente tempête qui les contraint à faire un détour pour aller se réfugier dans un village. Sauf que ça a l'air d'être un village abandonné. Et il y a d'autres gens aussi qui se sont arrêtés dans ce village pour attendre l'accalmie de la tempête, quoi, pour pouvoir repartir. Mais le problème, donc on va être un peu comme dans l'antre de la folie de Carpenter, si les gens connaissent ce film, c'est qu'ils n'arrivent pas à partir de là, en fait. À chaque fois qu'ils empruntent une route, la route les ramène tout le temps à leur point de départ. Voilà, c'est l'antre de la folie. Et en plus, y a des espèces de petits, comme dans la folie, des petits phénomènes un peu inexpliqués. Alors, phénomènes naturels, ils disent pas surnaturels, mais qui sont inexpliqués. Voilà, je sais pas ce que ça peut être, peut-être un séisme ou un truc comme ça, bref. Du coup, voilà, on ne sait pas ce qui va se passer. On est dans un huis clos, dans un village. Et il compare à Under the Dome. Oui, aussi, oui, on peut aussi... on peut penser aussi à X, là, de Thomas Oldvelt, là, où pareil, il pouvait pas sortir du village. Enfin, il y a des trucs comme ça un peu...
Voilà, ça a l'air plutôt sympa. Bon, après, voilà, c'est du jeunesse. Donc, je sais pas ce qui va en être au niveau de l'écriture, de la profondeur du scénario. Mais franchement, voilà, c'est le genre de synopsis que moi j'aime beaucoup personnellement, hein. Donc voilà, si ça vous intéresse, il sortira le 3 juin. Ensuite, donc on est toujours le 3 juin et sortira Les Frissons de Mélodie Gornet aux éditions Thierry Magnier dans cette collection L'Ardeur qui est fait une espèce de collection d'œuvres un peu féministes de mémoire. Moi j'avais lu dans cette collection Queen Kong, je sais plus l'autrice par contre, que j'avais beaucoup aimé, c'était sur le harcèlement, le cyberharcèlement. Et j'en avais présenté d'autres hein, dans certaines sorties, je me souviens aussi, voilà, une collection qui a l'air quand même assez intéressante. Et dans cette histoire, on va suivre Amandine, qui vient de passer une année sabbatique, où elle est partie en voyage, elle a fait des petits boulots pour survivre un petit peu, quoi. Et là, en fait, elle va entrer à la fac en septembre, sachant que là, on est donc au début de l'histoire, on est au tout début de l'été. Voilà. Et en fait, elle va apprendre que les membres d'un groupe de rock, de glam rock très précisément, hein, cherchent quelqu'un pour les accompagner dans une tournée européenne. Et elle va postuler. Alors pourquoi, on ne sait pas. Enfin, pour quel poste, je ne sais pas encore. Comme je vous dis, je redécouvre avec vous. Hein. Et on va suivre aussi en parallèle Dara, qui est justement donc dans ce groupe de glam rock. Elle est chanteuse et bassiste. Et elle va, en fait, elle mise tout sur cette tournée. Mais ce qui va se passer, c'est que Amandine et Dara vont être attirées l'une vers l'autre. Mais le truc, c'est que Amandine, elle se définit comme asexuelle. Et du coup, c'est un peu troublant pour elle, voilà, d'être attirée par quelqu'un. Voilà, donc on va être sur un... Alors, il parle de roman choral. Pour l'instant, il n'y a que 2 personnages, mais voilà. Ça va parler effectivement donc de sexualité, d'asexualité et de sexualité. Et de musique et de road trip aussi apparemment parce qu'ils partent en tournée, enfin voilà, ça a l'air plutôt cool. Donc c'est une collection pas très très chère, voilà, 15,90 €. Alors c'est pas du young adulte, hein, c'est vraiment c'est une collection adulte, hein, voilà. Mais ouais, c'est une collection qui a la particularité de pas être très chère, voilà, 15,90 € pour 224 pages. Voilà. Donc, moi je trouve ça intéressant, cette collection. Faudra vraiment que j'en découvre d'autres que celui que j'ai lu. J'avais bien aimé Queen Kong pour le coup. Voilà pour celui-ci. Le 3 juin, toujours, sortira L'Homme de pluie de Jonas Karlsson. Chez Actes Sud, donc Jonas Karlsson, auteur suédois. Si ça tourne pas, oh, tu dis ça parce que... Quoi? Tu dis ça parce que t'as pas trouvé la bonne... Ah oui, oui, d'accord, je viens de comprendre pour le truc de la sexualité. Oui, oui, alors ça, c'est clair que c'est un truc classique. Oui, mais je pense pas que ça va être ça le message du livre parce que c'est... comme je dis, c'est une collection quand même un peu féministe, donc... je pense que ça va plutôt questionner sur les différentes formes d'asexualité aussi, parce que rappelle que la sexualité, c'est ne pas ressentir de désir sexuel, ou en tout cas ne pas avoir voilà, besoin de sexe dans sa vie, mais ça peut être ressentir du désir romantique, en tout cas. Donc voilà, la frontière est un peu floue. Donc je sais pas. Donc je reviens sur L'Homme de pluie de Jonas Karlsson qui sortira au prix de 21 € pour 224 pages aussi. Ouais, c'est pas le même prix, même si c'est le même nombre de pages.
Et dans cette histoire, on va suivre Ingmar, qui est un metteur en scène à la retraite. Et il est veuf. Donc sa femme... alors, enfin, on nous dit son épouse disparue, mais bon, je suppose qu'on va pas être sur une histoire de disparition au sens littéral du terme. Je pense qu'il est veuf. Et on est en été, encore une fois, hein, on est en été et la sécheresse va s'installer et il va y avoir pas mal de restrictions au niveau de l'utilisation de l'eau. Le problème, c'est que Ingmar, c'est un homme qui adore jardiner. Voilà, il a des fleurs et tout ça, et donc il a peur de perdre ses fleurs à cause de la restriction au niveau de l'eau. Et un jour, Ingmar, il va trouver un vieux tuyau abandonné au fond d'un fourré d'ortie, et lorsqu'il va ouvrir le robinet, comme par enchantement, il va se mettre à pleuvoir réellement. Et en fait, cette espèce de pouvoir va lui échapper un petit peu, voilà. Sous-entendu, ce qui apparaissait comme une bénédiction va peut-être partir un petit peu en live. Voilà, alors c'est un truc un peu réalisme magique, un peu absurde, voilà ce qu'il nous dit, un peu humoristique sur le deuil aussi. L'illusion, voilà, on nous dit sur l'illusion de contrôle. Voilà, je sais pas, je suis partagée. Il y a quelque chose qui me plaît dans cette histoire. Après, j'espère que c'est pas un peu voilà trop humour absurde. Mais bon, après voilà, c'est Actes Sud. Je sais pas. En tout cas, voilà, je vous l'ai mis. Je trouvais que c'était plutôt intéressant comme idée. Voilà, si ça vous intéresse, il sortira donc le 3 juin. Toujours le 3 juin sortira Mea Culpa de Morgane Alves aux éditions Flammarion. Il est très beau, oui, l'homme de pluie, oui, c'est vrai que très, très, très belle couverture. Donc aux éditions Flammarion, au prix de 21,90€ pour 368 pages. Et dans cette histoire, alors... on va suivre Liv. Pardon, parce que c'est encore un synopsis qui est foutu bizarrement. On va suivre Liv, qui en fait a eu visiblement a fait, si je comprends bien, quelque chose de mal dans le passé. Et pour se libérer un peu de sa culpabilité, elle va mentir à sa meilleure amie et en faire sa complice. Et le truc, c'est que à cause de ça, elle risque de perdre Peter, qui est l'homme qu'elle aime. Et voilà, en gros, on nous dit que fait-on par amitié, qu'accepte-t-on par amour. J'en sais pas plus. Parce que en fait, le reste du synopsis, c'est une citation du livre. Donc voilà. je sais pas, mais ça m'a intriguée. Parce que là, on parle de une histoire de couple. Alors voilà, il y a une petite citation, enfin une petite critique sur la couverture là qui dit puissant, addictif et terriblement poignant. J'ai imaginé 1000 scénarios pour ce couple et cette famille, mais rien ne m'avait préparé au choc de cette fin. Voilà, donc j'imagine que c'est une meuf qui s'appelle Eva. Pose-toi Eva lire. Voilà, je saisis le jeu de mots dans son pseudo. Voilà, j'en sais pas plus. Je sais pas si c'est. En plus, bon, c'est un peu perturbant parce que on sait pas si ça va être une romance. Alors, je pense pas parce que ça sort chez Flammarion. Si ça va être un thriller domestique ou si ça va être juste un contemporain, je sais pas. Je sais pas trop. C'était très intriguant. Mais en tout cas, il est là. Voilà. Oui, elle s'appelle Eva, tu la connais? Moi, je la connais pas personnellement. Ensuite, on va retourner encore en été, en Italie, tout ça.
toujours le 3 juin, avec Sous le soleil éblouissant de Jenny Lund Madsen, qui sortira chez Gallmeister au prix de 25 boules, parce que c'est Gallmeister. Ah, tu viens de vérifier sur son Insta, bah voilà. Ouais, c'était logique, parce que Eva sans le T, voilà, je me suis dit, il y a un truc. Donc 448 pages. Et donc on va être en Sicile. Et on va suivre. Alors je pense que du coup l'autrice est danoise en l'occurrence, puisque on va suivre justement une autrice danoise, mais pas celle qui a écrit le livre, hein, on n'est pas dans de l'autobiographie. T'as arrêté de la suivre, elle avait pas d'avis sincère, tout est toujours fantastique et trop de joie surjouée, donc bon, ok d'accord, ouais, donc on se méfie du coup du bandeau de Pose-toi et va lire si elle trouve tout bien. Ok, je comprends. Ça c'est chiant, j'aime pas les gens qui trouvent tout bien. Ou alors, en fait, c'est pas qu'ils trouvent tout bien, c'est que quand ils trouvent pas bien, ils font pas de critique, quoi. Mais bon, c'est un peu facile. Parce que du coup, ben, le problème, c'est que tu peux pas te fier à eux, quoi. C'est con de faire ça, en fait. Bref, donc, pour revenir à celui-là. Oui, autrice donc danoise. Merci pour la confirmation, Rose. Et on va suivre, donc, dans cette histoire, Anna, qui est, elle aussi, une autrice danoise, en pleine crise existentielle et qui décide donc de partir. Alors, je sais pas si elle part en vacances ou si elle va s'installer là-bas, mais en tout cas, elle arrive dans une villa au bord de la Méditerranée, donc en Sicile. Mais le problème, c'est que à peine installée, elle va se retrouver dans une sombre affaire. Sa voisine va être assassinée. Le mari de la voisine est en fuite. Et en plus, elle va recevoir des menaces, Anna. Hein. Et du coup, bah voilà, elle va se retrouver dans le truc alors qu'elle a rien demandé. Et voilà, donc et en fait, on va être dans un huis clos. Et bah en fait, Anna, elle va enquêter un peu elle-même et en même temps, elle va aussi avoir peur de devenir la prochaine victime du tueur. Du coup. Et donc voilà, donc elle va décider d'enquêter pour un peu peut-être sauver sa peau aussi. Voilà. Ah oui, c'est l'autrice. Ouais, j'avais pas vu. C'est l'autrice de 30 jours d'obscurité qui mettait... Ah, mais du coup, est-ce que c'est la même? Ça se trouve, c'est un tome 2. C'est peut-être la même, parce qu'il me semble que dans 30 jours d'obscurité aussi, c'était une autrice qui était l'héroïne. Mais c'était pas du tout la même histoire. Et ça avait l'air pas mal, mais je sais pas s'il y en a qui l'ont lu, 30 jours d'obscurité. Parce que ça avait l'air pas mal, mais je suis pas sûre d'avoir vu des bons retours. Voilà. En plus, bon, on nous dit ça mêle humour, suspense et romance. Moi, je me méfie un peu de ça. Je sais pas. Je sais pas trop, voilà. On peut plus trop faire confiance à Gallmeister maintenant. Ah, mais c'est vrai, avant Gallmeister, c'était valeur sûre. Maintenant, c'est plus trop le cas. Ils font beaucoup de trucs grand public. Tu te souviens de la couverture? Ouais, vaguement. Il y avait aussi une plume comme ça, là, un stylo plume dessus. Je me souviens vaguement. Mais ouais, donc je sais pas. Mais jamais je dépenserai 25 boules pour ça, honnêtement. Vraiment pas. Ça a l'air d'être le même personnage. Ah ouais, donc c'est un genre de tome 2. Ok, bon, j'aime pas trop mettre des tomes 2, mais après c'est une histoire différente. Donc c'est pas très très grave, on va dire. Ok. Ben très bien, en tout cas, voilà pour celui-ci. Allez, toujours le 3 juin, sortira Le Temps selon David Malheur de Daniel Kellman aux éditions Actes Sud au prix de 17 € pour 176 pages. Petit livre donc. Alors, donc c'est un auteur allemand, Daniel Kellman. Alors je suis pas sûre de la prononciation d'ailleurs, hein, mais bon. Et dans cette histoire, on va suivre, quelle surprise, on va suivre David Malheur. Après, ça veut rien dire des fois. Par exemple, dans Rebecca, on ne suit pas Rebecca, mais bon. David Malheur, qui est un jeune physicien
Apparemment, j'aime bien parce qu'il dit d'une précocité effrayante. Alors, comment dire, c'est un peu un double sens, la phrase dit comme ça. Mais bon, je pense que ça veut... je pense que ça veut dire que c'est un surdoué, voilà, qu'il est devenu physicien très jeune. Hein, j'ose espérer que c'est ça. Hein, c'est bon. Et c'est là qu'on lui dit, alors, hein, en fait, ça parle, ces histoires. Alors, et en fait, il a du mal. Non, bon, alors, donc... alors, en plus, là, j'aime bien parce que la phrase qui suit commence par « Dans la solitude de sa chambre ». Non, bon, non, en vrai, on parle bien de physique, hein, je vous rassure. Il est... non, mais vraiment, écrivez mieux les synopsis. Ouais, c'est clair, le choix des mots. Pourquoi, en plus, je veux dire, pourquoi dire dans la solitude de sa chambre? On s'en fout. Ça n'a même pas d'intérêt dans le synopsis. Bon, bref, il est persuadé, en fait, d'avoir découvert la clé du temps. Voilà. Donc, en gros, pour lui, d'après ses calculs, le temps n'est pas linéaire et irréversible, mais une construction malléable, une illusion que l'esprit humain pourrait enfin briser. Et il y a un putain de papillon de nuit. Qu'est-ce que tu fous là? T'étais où? Ça m'énerve. Et donc il s'apprête à révéler une équation capable d'annuler le second principe de la thermodynamique. Vous avez tout compris. Et par là même l'inéluctabilité de la mort. Malheureusement, en fait, il va sombrer dans un monde un peu irréel. En fait, il va être victime d'hallucinations. Et la frontière entre le réalité et le délire va s'effacer progressivement. Donc en fait, on va se demander est-ce qu'il est le nouvel Einstein ou est-ce qu'il est le jouet d'une obsession destructrice. Voilà. Ça a l'air, ouais, oui, c'est ça, ça a l'air très kafkaïen, effectivement. Ils disent une plongée kafkaïenne dans les arcanes de la science et de l'âme humaine. Récit métaphysique, ouais, bah écoutez, moi j'aime bien l'idée, après voilà, c'est vrai que ça peut faire peur, mais moi j'aime trop les trucs, les trucs scientifiques et tout ça, un peu métaphysique et tout, j'aime bien. Sauf quand c'est des trucs un peu complot-plot, mais ça a pas l'air d'être ça. Là, ça a vraiment l'air, ouais, je sais pas trop. Bizarre à classifier celui-là. Bon. Ouais, après voilà le truc des hallucinations. Après, moi, ça me fait un peu penser au Horla, même si dans le Horla, c'est pas une histoire de physique, hein, mais c'est un peu ça. C'est est-ce que il y a des hallucinations ou est-ce que voilà, je sais pas. Voilà, mais je suis curieuse, je sais pas, j'attendrai de voir s'il y a des avis sur celui-ci. Bref. Par contre, c'est pas un récit qui vient de sortir apparemment. Il est sorti a priori fin des années 90. Voilà, si je calcule par rapport à l'âge de l'auteur et tout. Mais peut-être qu'il vient seulement d'être édité en France. Ça, c'est pas impossible. Voilà. Voilà en tout cas pour celui-ci. Allez, on passe... non, on est toujours le 3 juin. On est toujours le 3 juin. Alors bon, celui-là, je l'ai mis un peu juste pour le titre parce que bon, en vrai, c'est vraiment le genre de thriller là en ce moment, c'est c'est le truc dont tout le monde a marre, mais voilà, je le mets quand même parce que vu que j'avais pas beaucoup de choix en ce mois de juin, je l'ai mis, je trouve ça marrant. Alors, La Tradwife de Liane Child, qui sortira chez HarperCollins Noir au prix de 20,90 € pour 448 pages. Et bon, en vrai, je l'ai mis parce que je trouve ça intéressant parce que le roman s'inspire justement de cette trend des réseaux sociaux que sont les tradwives. Hein,
voilà, qui sont des femmes. Alors, en vrai, c'est pas vraiment des tradwives, puisque elles sont quand même indépendantes dans la mesure où elles font elles-mêmes leur compte sur enfin, du coup, la création de contenu sur les réseaux sociaux, et elles gagnent leur propre thune en faisant ça, hein. Donc c'est pas du tout la tradwife qu'elles décrivent, c'est-à-dire la femme qui est soumise à son mari et qui lui fait son petit repas quand il rentre du travail et qui s'occupe des enfants, etc. Qui est un peu, alors la tradwife telle qu'elle est présentée sur les réseaux sociaux, en vrai c'est une vision très fantasmée des années 50 aux États-Unis, hein, qui n'est ni les années 50 en France, ni les années 50 tout court, parce que c'est une vision très bourgeoise, hein, voilà, parce que on sait que, oui, voilà, c'est la tradwife en représentation, exactement, hein, c'est une imagerie, c'est toute une image, c'est toute une imagerie, tout un imaginaire. Mais voilà, on sait très bien que dans les années 50, les femmes travaillaient aussi, en plus de s'occuper des enfants et de leur mari, hein, et d'être soumises à leur mari, et d'être sous la tutelle de leur mari d'ailleurs, et que c'était pas la vie qu'on imagine, genre, ah c'est trop bien, je, je reste à la maison et mon mari, il m'offre des beaux habits. Et, pendant ce temps, je lui fais des bons petits plats et puis je prends le thé avec les copines. Non, en fait, hein, voilà, c'est pas ça du tout. Bref, en tout cas, donc là, dans cette histoire, on va suivre Marion, j'allais dire Madison, c'est Madison qui a tout pour elle. Voilà, elle a un beau mari, elle a 4 enfants adorables. Ils ont un ranch dans le Montana et surtout, elle a 10 millions de fans sur Instagram parce que, ben oui, voilà, elle vend son truc de tradwife, hein, globalement. Donc voilà, elle, elle montre ses petites robes, ses gâteaux faits maison, voilà, sa silhouette de rêve, ses beaux enfants, etc. Et donc, forcément, ça lui vaut une admiration sans borne de ses followers. Et, euh, et un jour, en fait, la famille va engager Kali en tant que tutrice. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, tutrice, dans cette histoire. Je sais pas si c'est genre de gouvernante, j'en sais rien. Mais je pense, parce que... Alors, ça fait un peu penser à la femme de ménage, du coup, hein. Donc, Kali va arriver donc, dans cette famille en tant que tutrice. Et elle va découvrir, bien sûr, que toute la perfection qu'on voit sur les réseaux sociaux est une totale mise en scène. Et ben voilà, elle va découvrir un petit peu les secrets et apparemment une menace aussi qui pèse sur elle ou sur la famille, on ne sait pas trop, j'imagine que c'est sur elle, voilà, j'en sais pas plus. Yesteryear, c'est quoi ça, Yesteryear? Putain, mais oh, il va me saouler ce papillon là, vas-y, dégage. Ah, mais en fait, c'est même pas un papillon de nuit, c'est une putain de mythe alimentaire. Pardon, j'aime pas tuer les bêtes, mais là, comme c'est une mythe alimentaire, je les dégomme. Ah! Mais de toute façon, elle avait l'air un peu en fin de vie là, parce qu'elle commençait à. Désolée. La meuf a tué une bête en direct sur YouTube. On va appeler on va appeler la SPA. Je m'excuse. Non, en plus, le pire, c'est que. Pour le coup, moi, je veux vraiment pas de mal à une mouche. Tu veux ma raquette? Ouais, là, pour le coup. Non, mais Kim, lui, c'est horrible. C'est la raquette électrique, là. Ça fait clac quand ça explose. Non, mais là, mythe alimentaire, pardon, hein, mais voilà, à un moment, il y a des limites à pas tuer les bêtes, mais moi, j'ai pas envie d'avoir ces saletés chez moi. Et en plus, elle arrêtait pas de se poser sur moi et ça commençait un petit peu à me saouler. Voilà. Donc, dégommer la mythe alimentaire. Sorry. Ça aurait été un papillon de nuit, je l'aurais épargné pour le coup, parce que j'ai rien contre les papillons de nuit. Mais là, c'est bon.
Euh... T'as explosé 3 moustiques ce matin. Ouais, j'avoue, là, les moustiques, ça y est, hein, ils sont de retour. Et puis en plus, ils sont énormes, là, cette année. Et du coup, ouais, moi, je me suis fait bien, pas mal piquer aussi tout à l'heure. À peine tu sors 2 secondes dehors, là, c'est finito. C'est horrible. Enfin, en tout cas, à certaines heures de la journée. Bon, voilà, en tout cas, pour la Tradwife. Après, moi, typiquement, c'est le genre de livre, effectivement, que je pourrais lire en été, parce que, voilà, pour le côté un peu ledge, je sais pas. Ah oui, alors du coup, c'est quoi Yesteryear. Elle est influenceuse tradwife et se retrouve propulsée dans le passé quand ce n'est pas... Ah, mais ça me parle, ça. Ça me parle, ça. J'ai déjà vu ce synopsis. J'ai déjà vu ce synopsis. Qui c'est qu'on a parlé? Peut-être c'est toi qu'on avait parlé alors. Parce que ce synopsis me parle, hein, en tout cas. Et ça va trop bien. Je suis sûre d'avoir entendu quelqu'un en parler, c'est sûr et certain. Voilà. Mais oui, ça a l'air trop bien ça, pour le coup. Une influenceuse qui se retrouve dans le passé. Moi, j'aimerais trop que Thaïs Descuffon, voilà, elle se retrouve aussi dans le passé, là. Voilà. Alors, c'est pas une influenceuse tradwife. D'ailleurs, elle est même contre les tradwives, mais en fait, elle est pas contre les tradwives. Parce que c'est des tradwives, elle est contre les tradwives parce que pour elle, justement, c'est pas des vraies femmes soumises, puisque c'est des girl boss, quoi. Voilà. Et Thaïs Escuffon, pour elle, il faut être soumise à fond, hein, voilà, aux hommes. Mais bon, ce qui est assez hypocrite, étant donné qu'elle-même, elle gagne de l'argent en faisant de la création de contenu, hein, mais les droits d'art sont pas à une contradiction près. Mais elle, pour le coup, putain, j'aimerais tellement qu'elle se retrouve dans les années 50 sous la tutelle d'un mec, même pas forcément violent avec elle, mais juste, voilà, sous la tutelle d'un mec et il n'y a pas pouvoir ouvrir sa gueule et voilà. Peut-être ça la calmera un petit peu, là. C'est le but, ça. Bref, pardon. Ah là là. Et non, j'ai pas d'empathie avec les meufs d'extrême droite, excusez-moi, hein, parce que j'entends souvent des gens, oh, mais non, mais ça reste des femmes, machin. Il faut pas leur souhaiter du mal. J'en ai rien à carrer. C'est une putain de nazie. Elle peut crever, pardon, désolé, mais franchement, j'en ai rien à battre. Vraiment. Je pense que, dans les années 40, on n'était pas là à dire non, mais d'accord, c'est la femme d'Hitler, mais bon, quand même. Bref. Sur ce, on passe à la suite. Le 3 juin, toujours, allez, on passe à une petite BD qui s'appelle La ville dont il ne reste rien de Valentina Grande et Sergio Varbella. Qui est un thriller. Alors, pardon, j'ai oublié le prix, 25 € pour 176 pages. Je rappelle que c'est une BD, hein, voilà, d'où le prix. On est à Vienne en 1950. Et on va, tiens, justement, dans les années 50, comme de par hasard. Et on va suivre Fritz, qui est employé de bureau. Et bon, il a une vie un petit peu solitaire. Et en fait, sa seule occupation, c'est de construire la maquette de son village natal, Vlastrod, qui a été rasé pendant la guerre. C'est marrant parce que putain, juste avant, je parlais de la Seconde Guerre mondiale et tout ça. Et là, d'accord, ouais, j'ai pas fait exprès du tout. Mais bon, la transition, voilà. Et donc, justement, en représailles à des actions de résistance, Fritz a été le seul survivant. Et il s'est donné pour mission de faire perdurer la mémoire du village à travers donc cette maquette, cette version miniature.
Et son but aussi, c'est de découvrir ce qui a pu rendre une telle catastrophe possible. Mais il se trouve qu'il va découvrir qu'il y a une autre survivante à ce massacre. Et ça va ébranler ses certitudes. Voilà, donc on est dans un thriller psychologique inspiré du massacre du village de Lydis, je sais pas comment ça se prononce, durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Bon, ça fait un peu penser à Oradour-sur-Glane aussi, hein, pour le coup. Voilà, ça... il y a un chat dans l'histoire. C'était très important de le dire. Voilà, je vous le dis, il y a un chat dans l'histoire. C'est le chat de Fritz. Mais non, ça a l'air intéressant pour le coup. Alors après, moi, voilà, je suis pas forcément fan des trucs qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale. Disons que je l'ai eu été. Putain, en fait, j'utilise beaucoup cette expression finalement. Putain, je m'en rends compte, quoi. Merde. Je pensais vraiment que je l'utilisais pas. Je vous jure, j'ai vu ça ce matin dans un post Instagram. Que voilà, dans le sud de la France, on utilise le truc de eu. J'ai eu fait quelque chose. Et voilà. Pour parler de. C'est un passé antérieur, quoi. Mais oui, j'ai eu été fan. Fan. Pas fan, mais en tout cas, je me suis beaucoup intéressée à la Seconde Guerre mondiale fut un temps, et puis après, ça m'a lassée, et c'est vrai que, à force de lire et relire toujours les mêmes histoires, euh, voilà, au bout d'un moment, puis oui, puis c'est un peu anxiogène et tout, donc voilà. Mais cela dit, je m'y réintéresse un petit peu, dans la mesure où, bah, disons que je m'intéresse. En fait, moi, ce qui m'intéresserait plus là, c'est plutôt la période d'avant Seconde Guerre mondiale, hein, justement, la montée du fascisme, parce que bah, c'est potentiellement ce qu'on revit un peu en ce moment. Donc voilà. Mais en tout cas, cette BD là a l'air intéressante. Ensuite, allez, on passe cette fois au 4 juin. Allez, on revient sur quelque chose de très très léger avec un petit young adulte. Ouais, petit young adulte de chez Slalom qui s'appelle Ban Me for Two de Trinity Nguyen. Au prix donc de 17,95 € pour 304 pages. Alors bon, moi vous savez que j'aime beaucoup. Ah, coucou Karine, comment ça va? Ah oui, du coup, c'est Rose. Tu sais que je faisais même pas gaffe, Rose. Je te remercie. J'ai tellement l'habitude, en fait, que Karine mette les trucs en surbrillance comme ça, que je faisais même pas gaffe que c'était toi qui le faisais. Et alors que je savais que Karine n'était pas encore là en plus, mais je sais pas, ça m'a pas tilté. Merci Rose, hein, du coup, d'avoir remplacé Karine en son absence. Désolée. En fait, voilà, je fais pas gaffe, je vois les titres en surbrillance comme d'habitude. Donc, oui, voilà, je disais Slalom, j'aime beaucoup cette maison d'édition Young Adult qui est très engagée, voilà, qui publie beaucoup de choses assez engagées. Et là, dans cette histoire, on est au Vietnam, on est à Saigon, où on va suivre Lan qui s'occupe d'un stand de banh mi. Alors, c'est des espèces de petits pains fourrés, en fait, enfin, un genre de sandwich, en gros, voilà. Alors, mi, il me semble que c'est poulet, je sais pas, qui me confirmera. Et ban, c'est pain. Je crois que c'est ça, hein. Je sais plus, j'ai un doute là pour le mi. Tu me diras. Non, je crois pas que ce soit ça. Mi, c'est pâte. Putain, je sais plus. Mince. Bon, Kim, s'il écoute, il dira. Sandwich poulet, concombre, carotte. Ah, bah donc c'est ça, poulet du coup. Je pense que c'est ça. Mi, c'est poulet. Ban, je sais que c'est le pain. Et je le prononce très mal, hein, d'ailleurs. Donc voilà, elle s'occupe de ça. Son père, ah oui, si ta mémoire est bonne, bah oui, comme t'es allé au Vietnam, effectivement. Ou alors, son père est décédé il y a peu, et du coup, ben, ça l'a un peu bouleversée. Et en fait, elle avait créé avec lui un blog culinaire. Et du coup, bah, voilà, elle a du mal à le tenir maintenant qu'il est plus là.
Et en fait, maintenant, son nouveau but dans la vie, c'est d'être la fille parfaite pour sa mère, puisque voilà, il ne lui reste qu'elle. Et en parallèle, on va suivre Vivi, qui elle est américaine, mais d'origine vietnamienne. Donc là, on est aux États-Unis. Donc on a un arc au Vietnam et un arc aux États-Unis. Elle est jamais allée au Vietnam et ses parents refusent catégoriquement d'en parler. Et en fait, elle va décider d'intégrer un programme universitaire à Saigon. Et en fait, elle compte en profiter pour goûter tous les plats qui ont été chroniqués sur son blog préféré. Vous l'aurez compris que c'est le blog de Lan. Et donc, voilà, il s'appelle justement A Banh Mi for Two. Vivi et Lan vont se rencontrer. Lan va faire visiter la ville à Vivi et Vivi va l'aider à... Non, c'est l'inverse. Lan va faire visiter la ville à Vivi et va l'aider à reconstituer l'histoire de sa famille. Et Vivi, elle, elle va encourager Lan à se remettre à l'écriture de son blog et à participer à un concours. Voilà, et je pense qu'il va y avoir une romance entre les deux. Voilà. C'est pas dit explicitement, mais je pense que ça va être le cas. Parce que c'est slalom. Et après, c'est pas le cas, c'est bien aussi. C'est une histoire d'amitié, voilà. Je pense que c'est autour aussi de des racines, enfin voilà, de la cuisine vietnamienne, ce qui est très bien aussi. Voilà, mais bon, voilà, parce qu'on nous dit qu'elles vont se découvrir d'autres points communs, donc c'est pour ça que je me dis que moi, il y a moyen de moyenner qu'il y ait une petite romance. Mais en tout cas, voilà, ça a l'air bien, écrit par une autrice d'origine vietnamienne également. Voilà, pour celui-ci, ça a l'air plutôt bims. Ensuite, toujours le 4 juin sortira Contre ce monde sans amour de Suzanne Aboulawa. Ouais, alors c'est chez Pocket, mais c'est pas du poche. C'est vrai que c'est bizarre, mais c'est comme ça. Ça sortira au prix de 18,90 € pour 528 pages. Alors, prix comme ça, en général, c'est du young adulte. Là, je sais pas trop. Ça m'a pas l'air d'être une young adulte. Alors, je sais pas pourquoi c'est aussi peu cher. Peut-être c'est Pocket qui font des prix un peu moins élevés. C'est possible aussi. Et dans cette histoire, on va suivre Nar. Alors, je suis pas sûre de la prononciation, N-A-H-R. Qui est palestinienne et qui va être emprisonnée, qui est emprisonnée en Israël. Et en fait, dans sa cellule de prison, elle va un peu remonter le fil de son histoire. Donc c'est une fille de réfugiés palestiniens. Elle va grandir sur les rives du golfe Persique. Et elle va avoir une enfance, une très belle enfance, voilà. Elle va avoir pas mal de désirs de jeunes adultes, mais au moment où elle croit avoir trouvé le bonheur avec un homme, cet homme va la quitter et en fait elle va se retrouver seule et une femme seule dans un monde où, alors je cite, où les corps deviennent monnaie d'échange. Donc je ne sais pas trop si il s'agit de prostitution ou s'il s'agit de kidnapping, j'en sais rien. Et en fait, c'est là que les États-Unis vont envahir l'Irak et que la jeune femme va se retrouver immigrée à son tour. Oui, parce qu'en fait, donc a priori, si j'ai bien compris, sa famille, c'était des réfugiés de Palestine en Irak. Et donc là, c'est l'inverse qui va se passer. Elle va, s'exiler de l'Irak qui est envahi par les États-Unis jusqu'en Palestine, donc la terre de ses ancêtres. Mais le problème, c'est que, il va y avoir l'occupation d'Israël. Allez, paye ta chance quand même.
Et du coup, bah, elle va se retrouver dans la résistance et donc elle va se retrouver emprisonnée. La boucle est bouclée, mais voilà, on ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Voilà, alors, c'est vrai que j'ai pas regardé de quelle origine elle était, Suzanne Aboulawa, mais je pense. Donc, elle est américaine, militante des droits de l'homme, journaliste, femme de lettres et militante des droits de l'homme palestino-américaine. Ah, c'est elle qui a écrit Les Matins de Jénine. Ah oui, que je dois lire depuis un petit moment. Ça y est, ok, je remets le truc. Donc du coup, elle est née dans un camp de réfugiés palestiniens. Oui, d'accord, ok. Donc effectivement, dans un camp de réfugiés palestiniens au Koweït. Donc elle sait de quoi elle parle du coup. C'est vrai que Les Matins de Jénine, ça fait un moment qu'il faut que je le lise celui-ci. Et du coup, bah voilà, c'est son nouveau là qui sort chez Pocket. Le 4 juin, voilà, bien pour Lison l'Asie, exactement, tout à fait, tout à fait. Oui, le président aussi, oui, du coup, voilà, on passe du Vietnam à la Palestine, c'est ça la beauté de Lison l'Asie. Effectivement, sortie parfaite pour Lison l'Asie. Ensuite, on change de style pour le coup, mais on reste le 4 juin avec la sortie d'Utopie de David Nickel au prix de 22,95 € pour 576 pages. Et donc c'est chez Fleuve dans leur collection Styx. Et donc dans cette histoire, on va être en 1911 dans l'Idaho. Et on va suivre Jason, qui est le seul survivant, enfin non, peut-être pas le seul survivant, en tout cas qui a survécu à une mystérieuse épidémie. Et on va suivre aussi le docteur Andrew Wagoner, qui est un médecin noir qui fuit la violence raciste du Ku Klux Klan. Tous les deux vont se retrouver dans une communauté utopiste établie dans les montagnes qui s'appelle Eliada. Où on promet aux nouveaux venus un avenir idéal basé sur les principes de la science, de l'ordre et du progrès. Mais à mesure que Jason et Andrew vont plonger dans les secrets donc, de cette communauté, l'horreur va refaire surface et l'utopie va révéler son véritable visage, celui d'une société prête à sacrifier les plus faibles. Ah, ça a l'air bien ça, hein. Et en plus, alors la dernière phrase, c'est au fond d'un lac surplombant la ville, quelque chose se réveille et s'apprête à surgir. Ça a l'air bien, hein, cette utopie de David Nickel. 576, oui, pardon, j'ai mal prononcé, excuse-moi, Rose. Voilà. Ouais, ça a l'air très très bien. J'aime bien l'idée de dire c'est une utopie, mais en fait, au final, il y a quand même ce truc de la loi du plus fort, quoi, hein, globalement. Voilà pour celui-ci, en tout cas. Allez, on reste le 4 juin avec... Alors, c'est bien le titre en français, ils n'ont pas traduit. Girls, Visions and Everything, de Sarah Schulman, qui sortira aux éditions Héloïse d'Ormesson, au prix de 21 € pour 272 pages. Et dans cette histoire, on va suivre Lila. Alors, on va être dans le mois des fiertés, là, c'est bien. Lila, qui est une jeune lesbienne qui parcourt New York et voit son quartier s'embourgeoiser. Alors elle, c'est une artiste et elle va tomber amoureuse d'une scénographe de spectacle underground. Mais le truc, c'est que elle va découvrir ce qu'implique, on dit, ce qu'implique une relation amoureuse sur fond d'inégalité sociale. Est-ce qu'il va lui falloir renoncer à la liberté pour vivre le grand amour?
Voilà, alors, c'est un roman des années 80, voilà, qui est édité a priori seulement maintenant en France. Donc, roman d'apprentissage. Et en fait, on nous dit c'est le portrait d'une jeune lesbienne dialoguant avec Jack Kerouac. Je sais pas ce qu'il y a un foot dedans, là, cet auteur, mais ok, voilà. Parce que, ouais, on nous dit icône de la Beat Generation, l'auteur de Sur la route incarne une liberté que Lila, idéaliste, on dit. Enfin, je pense que c'est Laila en fait, hein, mais bon. Tandis qu'elle court les rues de New York et jongle avec ses deux inspirations, exister artistiquement et amoureusement. Ok. Donc en plus, on est en pleine canicule. En fait, ok, c'est chiant quand ils font ça. Il y a deux synopsis. Enfin, il y a un synopsis un peu abrégé et après un synopsis plus développé. Mais bon, je pense que ça suffit. Voilà. Alors, ça va parler de lesbophobie, évidemment. Des différences de classe. Voilà. Voilà. Ouais, non, ça a l'air intéressant. Ça a l'air intéressant, en tout cas. Voilà, je sais pas, à voir. Mais ouais, c'est un roman des années 80 quand même. Très... je sais pas, j'essaie de trouver des œuvres auxquelles ça me fait penser, mais j'arrive pas là comme ça. Bon, c'est pas grave. Voilà en tout cas pour celui-ci. On reste le 4 juin. On part sur du thriller avec Les ombres de Larkin Lodge de Sarah Pinborough. Qui sortira aux éditions Belladone. Ouais, Belladone a repris les droits de Sarah Pinborough, pourquoi pas. Au prix de 21,90 € pour 368 pages. Et dans cette histoire, on va suivre Emily qui va suivre son mari Freddy dans une maison récemment acquise au cœur du Dartmoor. Alors je sais pas où c'est. Mais visiblement c'est un peu au milieu de nulle part. Et en fait il se trouve que Emily, on nous dit qu'elle a échappé de justesse à la mort et qu'elle a besoin de se rétablir et que ben voilà cet endroit un peu loin de tout, c'est un peu idéal pour qu'elle puisse un peu se remettre. Mais à peine le couple est-il installé, voilà, truc classique que j'aime bien, ça marche toujours avec moi, mais bon. À peine le couple s'est installé que, évidemment, que va-t-il se passer? Ouloulou, Emily va être confrontée à de terrifiants phénomènes. La température passe d'un extrême à l'autre. Il y a des trucs originaux là un peu pour le coup. Le parquet grince sous des pas invisibles. Bon ça c'est pas nouveau. Et les livres tombent seuls des étagères. C'est pas nouveau non plus. Et en plus il y a une présence qu'elle perçoit au dernier étage. Ça aussi c'est un classique. Bon par contre le truc de la température c'est vrai que ça s'est jamais vu. Et bon pour Freddy, alors ouais classico-classique aussi. Pour Freddy, donc le mari, comme sa femme, elle souffre de septicémie et qu'elle a l'esprit encore fragile, forcément, c'est pour ça qu'elle a des hallucinations. Mais Emily, elle est persuadée que l'endroit, donc c'est Larkin Lodge hein, où elle habite, est hanté. Donc elle va partir dans une obsession qui va un peu fissurer son couple et elle va découvrir que le manoir renferme de terribles secrets. Mais le truc c'est que, comme par hasard, ces secrets, ils ont un lien avec elle et Freddy. Voilà. Bon. On va pas se mentir, hein. Il y a tous les clichés du truc. Il y a tous les clichés du truc. Alors c'est marrant parce que ouais, Sarah Pinborough, bon, elle fait du... C'est vrai qu'elle fait du thriller domestique avec un peu une touche de fantastique, enfin la frontière entre le fantastique et le réel, on sait pas trop, donc il y a un peu ça, mais bon, là on part ouais vraiment dans un truc de maison hantée, je sais pas. Mais ouais, il y a vraiment tous les clichés du genre, alors faut voir comment c'est foutu quoi. Hein. Là t'as intérêt à ce que ce soit bien. Alors je vois qu'il va être disponible sur Audible.
Possiblement, je pourrais l'écouter par curiosité. Alors, c'est pas trop une lecture d'été, pour moi, c'est plus une lecture d'automne. Peut-être ça attendra l'automne, hein. Voilà. Mais en tout cas, ça sortira le 4 juin. Toujours le 4 juin, là aussi c'est une réédition, décidément, hein. Enfin non, pas une réédition, une édition, mais d'un roman qui était déjà sorti, quoi, en VO. Ça s'appelle Les Reines Grises, écrit par Margaret O'Donnell, et ça sortira chez Robert Laffont au prix de 21 € pour 352 pages. Et dans cette histoire, on est dans une théocratie totalitaire, un peu comme dans La Servante écarlate, hein, dans laquelle, voilà, théocratie, c'est-à-dire que c'est Dieu qui est le maître, hein, qui règne en maître, hein, voilà, donc on se plie à la volonté de Dieu. Les femmes sont divisées en 2 catégories, les épouses mères et les ouvrières, qui sont surnommées les grises. Putain, c'est trop inspiré de La Servante écarlate, c'est un truc de fou, sauf que le truc c'est que ça a été écrit avant La Servante écarlate, voilà. C'est ça qui est ouf en fait. Ça se trouve, Margaret Atwood, en plus elle s'appelle aussi Margaret, moi je dis ça, je dis rien. Elle a tout pompé. Non mais c'est ouf. Donc les ouvrières elles sont surnommées les grises. Et en fait, elles s'apprêtent à se soulever pour retrouver leur liberté au péril de leur vie. Et en fait, c'est un livre qui est sorti à la fin des années 70. Alors, c'est une autrice, comme son nom l'indique, irlandaise, qui a travaillé pour le planning familial irlandais. Alors, elle est décédée en 2019. Hein. Elle a travaillé pour le planning familial irlandais. Elle a été engagée dans la campagne pour la légalisation de la contraception. Et elle a écrit, donc à la fin des années 70, son seul et unique roman, Les Reines Grises, qui s'inspire de ses luttes passées et de son activisme dans la société misogyne de l'époque. Je pense que je vous ai toutes donné envie de le lire. C'est pas le cas. C'est que vraiment le féminisme ne vous intéresse pas. Mais ouais, ça, c'est fou. Alors, c'est marrant parce que oui, ça ressemble à La Servante écarlate, sauf que là, on va pas être du côté des procréatrices. Alors là, il n'y a pas de procréatrices, c'est les épouses mères, donc en fait, il n'y a pas de... Voilà. Mais là, on va être du côté des ouvrières. Voilà, on va être du côté des ouvrières, donc les grises. Voilà. Ça a l'air vraiment très intéressant. Ah, qu'est-ce que j'ai fait Attendez. Bon, tant pis. Je galère un peu. Voilà, c'est bon. C'est bon. Ouais. Ouais, ça donne grave envie, hein, les Reines Grises. Voilà, donc ça sortira chez Robert Laffont. Avec la police de Sonatine. Franchement, cette police, on la voit partout. C'est un truc de fou. Tout le monde utilise cette police maintenant. Pour moi, c'était vraiment la police de Sonatine, ça. Mais bon. Oui, on a envie de le lire. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Voilà pour celui-ci. En plus, ouais, en Irlande, quoi. C'est d'autant plus intéressant. Ensuite, on est toujours le 4 juin et on revient un peu dans le côté LGBTQIA+. Avec Toutes celles que je suis de Cordelia chez Slalom, encore eux. Alors c'est marrant parce que Cordelia, Yel, je dis Yel parce que auteurice non-binaire, elle était chez Akata, Young Novel, pour ses romans, et là, chez Slalom. Alors ouais, bon, bah c'est mes 2 maisons d'édition Young Adult préférées, hein, donc bon, ça me gêne pas, mais c'est marrant. Donc voilà, ça sortira au prix de 17,95 € pour 352 pages. Et dans cette histoire, on va suivre Clara. Ouais, les dessins sont sympas, ouais. On va suivre Clara qui est
qui est étudiante, qui a une petite amie qui s'appelle Marie. Et c'est une fan des romans Speed of Light. Alors je sais pas ce que c'est Speed of Light. Voilà. Une ancienne harcelée, une lesbienne assumée, une apprentie cosplayeuse. Et en même temps, elle est aussi amoureuse de Marie, mais elle a aussi un crush sur Lou qui vient d'arriver dans sa vie et qui semble la comprendre mieux que personne. Et voilà, en gros, le petit plot, c'est Clara peut-elle être toutes ses filles à la fois et faire enfin ses propres choix. Voilà. Bon, moi, j'aime beaucoup ce que fait Cordelia. J'adore sa saga tant qu'il le faudra. D'ailleurs, je suis déçue qu'elle n'était pas à la Comédie du Livre parce que d'habitude, elle est toujours là tous les ans. Vu qu'il est de Montpellier, hein, Cordelia. Et j'aurais aimé lui acheter son tome 3 de Tant qu'il le faudra. Et du coup, ben voilà, je pense que ça va être aussi. Tant qu'il le faudra, en fait, moi j'adore parce que c'est ultra feel good. C'est très engagé, très inclusif, tout ça. Et en même temps, les personnages sont quand même travaillés. Et je sais pas, j'aime bien parce que c'est feel good et ça me met le peps quand je lis ça. J'aime trop, voilà, j'aime trop les personnages, je suis trop attachée aux personnages. D'ailleurs, je vais être très triste, je pense, quand j'aurai fini le tome 3 parce que je sais qu'il n'y a pas de tome 4 et voilà, je sais que ça va être dur de quitter ces personnages. Et du coup, bah voilà, je fais confiance à celui-ci pour être un peu dans la même vibe, je pense. Voilà, en tout cas, ouais. Allez, on passe au 6 juin. Et là, je pense que vous allez connaître cette autrice qui, j'en suis sûre, est très talentueuse, mais je ne l'ai pas encore lue, mais ça ne saurait tarder. S'il s'agit de notre copine Rose. Donc, avec son nouveau livre, Les grands-mères dans l'espace, on aime beaucoup le titre. Donc, sous son nom de plume, Rose M. Et c'est visiblement une saga. Je sais pas, combien il y aura de tomes? Tu saurais nous dire d'ailleurs, Rose. Donc, le tome 1, c'est Semer le chaos sur Octovra. Qui sortira donc le si loin, ça je l'ai dit. Alors c'est de l'auto-édition, hein. C'est ça, c'est de l'auto-édition. Ça sortira au prix de 17,99 € ou si vous préférez en numérique à 6,99 €. C'est moins cher. Oui, c'est donc l'auto-édition et ça fera 436 pages. Dans cette histoire, on va suivre Paulette, Rita et Bertie qui, en fait, alors pour leurs proches, pour leur famille, en fait, elles ont embarqué à bord d'un camping-car pour faire un petit tour du monde entre amis. Mais en réalité, elles sont parties dans un vaisseau spatial qui s'appelle La Charrette. Voilà, ça a l'air très rigolo. Vaisseau spatial qui carbure au fumier de chèvre. Et en fait, pourquoi elles ont quitté la Terre? Parce que Bertie cache un lourd secret. En fait, c'est une extraterrestre. Et oui, en fait, elle a été exilée parmi les humains depuis plus de 70 ans. Et aujourd'hui, il faut qu'elle sauve son monde natal qui s'appelle Mulfea. Et du coup, voilà, elles vont partir comme ça en périple, sauf qu'elles vont devoir faire une escale forcée sur Octovra, donc j'imagine une autre planète, et les ennuis vont s'enchaîner sur cette planète où tout s'achète, sauf la chance. Voilà. Et du coup, on va suivre donc Rita, la mécanicienne, Paulette, la détective, on va dire, et Bertie avec son mauvais caractère. Voilà, ça a l'air très rigolo. On va se marrer, ouais, c'est clair.
Et voilà, et du coup, bah, moi j'ai très hâte de le lire parce que déjà j'ai envie de découvrir l'écriture l'écriture de Rose. Et puis voilà, moi, j'aime beaucoup l'humour. Alors, l'humour de Rose et de son mari. Est-ce que ton mari a influencé ton écriture avec ses blagues? Mais du coup, voilà, ça va être... voilà, comme lecture de l'été, ça va être un petit peu marrant. Donc, bah ouais, écoute, voilà. Ah mince, il est pas dans le livre. Putain, je suis déçue. Voilà, bon bah c'est foutu du coup. Hein. C'est foutu. Ah non, mais voilà. Déception, c'est clair. Putain. On est trop fan de John, nous, hein, Rose. Hein. Désolé, mais il a plus de succès que moi. Bon, on va pas aller jusque-là non plus. Disons que John, c'est un peu... tu sais, c'est un peu comme la mascotte qui vient ponctuer, en fait, voilà, les vidéos de petites touches d'humour. Voilà. C'est un peu comme ton assistant, ton acolyte. Voilà. Donc c'est toi l'héroïne, mais il apporte, voilà, il apporte le petit truc en plus. Tu vois, c'est ça. Boycott, j'aime bien. Ok, et ben... Ah oui, ouais, j'ai oublié par contre de... Ouais, t'as répondu, ça sera donc une trilogie. Voilà, ça sera une trilogie. Les grands-mères dans l'espace. On a hâte de suivre leurs aventures. La voix off. Ouais, c'est ça, c'est vrai que c'est un peu la voix off en fait. De fou. C'est vrai. C'est la voix off qui fait les commentaires. Bref, bon bah voilà, en tout cas, bah écoute, on te souhaite beaucoup de ventes, Rose, et puis on a hâte de découvrir tout ça. Ça va être bien cool. Voilà, donc rappel le 6 juin. 17,99 € en version papier ou 6,99 € en e-book. Voilà. On passe au 10 juin directement. Alors on change de style, hein, du coup. J'aime bien parce qu'on est parti à les grands-mères de l'espace, truc humoristique, et d'un coup, juste un chagrin d'amour. Le même délire. Donc juste un chagrin d'amour d'Elodie Wallace qui sortira chez Flammarion au prix de 20,90 € pour 320 pages. Et dans cette histoire, on va suivre elle. Alors elle, c'est l'initiale elle. Je sais pas, on ne connaît pas son vrai nom. Qui à 38 ans va prendre une grande décision, s'enfuir des urgences psy où elle vient d'atterrir. Le problème, c'est qu'elle va vite être rattrapée par les infirmiers de l'hôpital. Elle a juste envie d'en finir, voilà, avec la vie. Pourtant, voilà, 10 mois plus tôt, elle démarrait le tournage de sa vie. Elle en était certaine. Puisque sa carrière prenait enfin forme et tous ses rêves avec. Mais du coup, voilà, le livre, c'est qu'est-ce qui s'est passé alors elle avait une vie prometteuse. Comment elle en est arrivée à se retrouver dans un hôpital psychiatrique, aux urgences psy même, avec l'envie d'en finir. Voilà. Alors, apparemment, il y a quand même des aspects humoristiques dans le livre. Je ne sais pas. Mais j'aime bien la dernière phrase. On se demande bien finalement de quel côté de la folie il est plus juste de se trouver. Voilà, intéressant. Voilà, donc je sais pas vraiment quelles vont être les thématiques. On nous dit les fêlures et les incertitudes, les petits combats, les grandes victoires. Bon, c'est franchement, autant dire que c'est ultra vague. Ça veut tout et rien dire à la fois. Donc je sais pas. Mais voilà, je l'ai mis.
Ça, c'est tout à fait un livre dont je veux attendre un peu de voir les retours. De quoi il est question précisément. Si c'est bien, voilà. Voilà pour celui-ci. On passe. Non, on est toujours le 10 juin. Avec Quand les loups reviendront de E.J. Swift, qui sortira chez Bragelonne pour 20 € pile poil. Et 408 pages. Donc dans cette histoire. Alors, le livre a eu le prix British Science Fiction Association. British Science Fiction Association. Je sais pas, je suis nulle en accent, pardon. Du meilleur roman 2025. Voilà. Et donc dans cette histoire, on est en 2070. Et on va suivre deux femmes qui, alors qu'elles sont autour d'un feu un soir, la veille du 1er mai, vont revenir sur l'histoire de leur vie. Donc d'un côté, il y a Lucie, qui est une militante qui évoque ses premiers souvenirs d'enfance quand on la confie à ses grands-parents lors de la pandémie de 2020. Ah d'accord, donc du coup on va, comme dans le roman de Rose, on va suivre encore des femmes âgées. J'imagine que si elle était enfant en 2020, donc en 2070, elle a plus de la cinquantaine. On va dire que c'est une sexagénaire. On n'est pas chez des octogénaires non plus. Quoique, premier souvenir d'enfance, oh, même pas, parce que du coup, ouais, premier souvenir d'enfance, c'est quand t'as, allez, 4-5 ans. Donc, oui, quinquagénaire, allez. Et donc, elle va découvrir l'amour de sa grand-mère pour les oiseaux. Et l'autre femme, c'est Esther, qui est documentariste, née le jour de la catastrophe de Tchernobyl. Ah, donc elle, par contre, elle est plus âgée, pour le coup, puisque catastrophe de Tchernobyl, c'est en 1986. 1986, ah oui, donc 2070, effectivement, ça fait 84 ans, si je calcule bien. Et en fait, en 2021, elle s'est rendue sur l'ancien site nucléaire pour filmer sa population de chiens errants et découvrir la zone d'exclusion désormais sauvage, ainsi qu'un chien loup. Voilà. Et pendant 50 ans, en fait, leur parcours respectif va les mener de Londres à Balmoral, au Somerset, au gré des manifestations, je lis ce qu'il y a écrit, des ruptures familiales et des drames personnels. Lucie, elle se bat pour restaurer les habitats naturels abîmés de Grande-Bretagne et réintroduire les espèces qui partageaient autrefois cette île, tandis que Esther s'efforce de donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Toutes deux rêvent du jour où les loups reviendront. Voilà, j'imagine que les loups ont disparu. Ouais, on va voir. Alors, putain. Attends. Un roman saisissant, il révèle une grande compréhension des canidés au sens... un grand sens... Ah oui, non, pardon, j'avais mal lu. Un grand sens du langage humain. Ok. Et un grand amour du monde, notamment ce monde futur que nous façonnons. Ajoutez à cela le sujet grave mais toujours fascinant de Tchernobyl et vous obtenez un résultat phénoménal, inoubliable. Par contre, ça perturbe parce qu'ils écrivent Tchernobyl. Alors, au début, j'ai cru que c'était... La première fois, j'ai cru que c'était une faute de frappe, mais c'est écrit 2 fois Tchernobyl. Hein. Bizarre. Bon, voilà. Mais du coup, ça va parler de chiens, de loups, je sais pas. Je ne sais pas. J'espère que c'est pas trop... comment dire, que c'est pas trop écolo conservateur, vous voyez ce que je veux dire quoi, hein. Je sais pas trop. Bon voilà, en tout cas, si ça vous intéresse, il est là. Allez, ensuite, on est toujours le 10 juin, sortira Victorian Psycho de Virginia Feito. Aux éditions Maison Pop. C'est vrai que c'est pas une maison d'édition qu'on voit souvent, mais voilà. Au prix de 18,95
15. Par contre, j'ai pas le nombre de pages. Alors, on est dans l'Angleterre victorienne. On est à Ensor House, une vaste demeure perdue dans les Landes. Et on va suivre Winifred, qui est gouvernante, qui va arriver... Alors, elle a un passé trouble, apparemment. Elle va arriver... Encore la femme de ménage. Elle va arriver chez la famille Pounds pour s'occuper de leurs 2 enfants, Andrew et Drusilla. Drusilla, ça me fait trop penser à Buffy, du coup. Et en fait... Ouais, en fait, on nous dit, sous ces airs de jeune femme pieuse et dévouée se cache une créature sans peur. Les longues journées moroses passées dans l'enceinte du domaine s'accompagnent d'une connaissance intime des perversions et des préoccupations pathétiques de la famille. Ah, d'accord. Donc en fait, elle va tout observer. Mais par-dessus tout, elle méprise les enfants Pounds qui se croient tout permis. Elle se retrouve à lutter à chaque instant pour réprimer les pulsions violentes de son passé. Elle observe, manipule, attend. Mais plus pour longtemps, car Noël approche et elle a prévu des cadeaux très spéciaux pour les chères âmes d'Ensor House. Ok, donc là c'est elle. Ouais, moi aussi. Là c'est elle la méchante en fait. Du coup là c'est la gouvernante, la méchante. Alors il y a un côté un peu le tour d'écrou. Mais sauf que c'est la gouvernante qui est la méchante. Voilà. Pour le coup. J'aime bien. J'aime bien. En plus, j'aime bien le titre, j'aime bien la couverture, j'aime bien tout. C'est pas très cher, 18,95 €. Ouais. Comment ça, t'as vu le trailer? Genre le trailer du livre? Ou c'est que ça a été adapté? Comment ça? Shadows. Ah, mais Shadows en plus. Shadows, c'est pas la plateforme de streaming. Donc c'est que ça a été adapté. Je viens de percuter, je croyais que c'était la collection, tu vois, mais non. Shadows, c'est la plateforme de streaming spéciale horreur, là. Ah putain. Ah, bah, raison de plus pour acheter le livre. Si en plus ça a été adapté. Ouais, attends, mais je peux pas ouvrir parce que ça va ouvrir un truc. Ok. Mais du coup, c'est un film alors? Si je l'ouvrais, est-ce que je peux l'ouvrir de ce côté? Non, je peux pas l'ouvrir de ce côté. Oui, au lieu d'envoyer des liens, là, comme ça. Bon, bref. Ok. Réponds aux questions au lieu d'envoyer des liens. Je sais pas. Bref. Ok, bon ben voilà en tout cas pour celui-ci qui sortira le 10 juin et que ouais, du coup j'ai très envie de lire. Voilà. Ensuite, j'ai rien oublié. Hein. Allez, on passe sur un truc un peu plus léger, on va dire. J'ai regardé 3 secondes de la bande-annonce, j'ai déjà les jetons. Ah d'accord. Mais c'est un film, ça sort quand? Ça m'énerve. Pourquoi il me le dit pas, Kim? Il est chiant pour ça, ça m'énerve. Il peut pas dire, alors c'est un film, ça va sortir tel jour, machin. Non, le mec il balance juste un lien que je peux pas ouvrir. Parce que je suis en plein live. Que je vais pas regarder une bande-annonce en live là. Je peux plus de lui. Ah ouais, c'est vrai, t'es tout seul chez toi, laisse tomber. Donc, on est toujours le 10 juin. Je vais aller voir, merci Karine. Heureusement que Karine est là. On est toujours le 10 juin, sortira Les Résistants de la Cité Bleue de David Moité aux éditions Didier Jeunesse. Alors, bon, moi j'aime bien l'idée. Donc, on va être avec des animaux anthropomorphes, hein, voilà. Et donc, on va suivre Lynn, qui est une lapine de 16 ans, qui va trouver refuge avec sa famille dans la Cité Bleue, parce que les loups ont attaqué son village, voilà. Mais le problème, c'est que elle va commencer à douter, est-ce que cette cité est-elle vraiment... est-ce que cette cité est-elle, c'est pas du tout français, cette cité est-elle vraiment le havre de paix tant espéré? Lorsqu'un lièvre conservateur va être élu maire, la méfiance et la peur vont s'instiller partout.
et les lapins deviennent la cible de discrimination de plus en plus assumée. J'aime bien ce truc très métaphorique. Hein. Et pour Lynn, hors de question de rester les bras croisés avec ses nouveaux amis. Elle compte bien se battre au nom de l'égalité, quel qu'en soit le prix. Petite métaphore. J'aime bien parce que regardez le badge sur le truc, on dirait Hunger Games. Là. On dirait le badge de Hunger Games, mais sauf que y a un loup dessus. Mais voilà. J'aime bien cette idée un petit peu, voilà, de rejouer. Bon, il y a un côté un peu zootopie aussi, voilà. Prévu pour le 25 septembre, mais il y a une première au Festival de Cannes. Ah, d'accord. Ah oui, donc c'est pour ça qu'ils ont sorti le livre, j'imagine, en France. Je sais pas de quand il date d'ailleurs. Ce livre, mais voilà. Ah, mais c'est clair que j'achèterai, hein, je pense. Hein, le Victorian Psycho, j'aime bien le titre en plus. Ok. Donc, sorti le 25 septembre. Et bien, écoutez, je lirai le livre et comme ça, je pourrai regarder le film après. Ce sera très bien. Merci Karine pour les informations. Et voilà, c'est tout aussi pour les résistants de la Cité Bleue qui a l'air livre VO 2025. Ah oui, donc c'est tout récent. Putain, du coup, ils ont adapté direct le livre quand il est sorti, quoi. C'est super rapide. Même la femme de ménage, ça n'a pas été aussi rapide. Ah la vache. Truc de fou. Ok. Très bien. Ou alors c'est une novélisation, mais j'en doute. Ouais, ça a l'air tout mimi. En même temps, alors ça reste un roman jeunesse, mais en même temps on est sur un truc lutte des classes, racisme, enfin voilà quoi, ça a l'air d'être ça un petit peu. Hein. Un peu comme dans Zootopie, mais peut-être que ça sera un petit peu plus politisé que Zootopie pour le coup. Bref, voilà en tout cas pour celui-ci. 15,90€, j'ai oublié de le dire je crois. 15,90€ pour 240 pages. On continue le 10 juin également. Sortira This Dark Heart de Zena Gosrani chez Bayard. C'est bizarre parce qu'il y a Bayard Jeunesse et ils ont rajouté Bayard par-dessus Bayard Jeunesse. Un peu spécial comme façon de faire. Bon, après voilà, ça reste je pense du young adulte. Alors c'est une romantaisie, mais je l'ai mis parce que c'est une romantaisie inspirée des contes d'Asie du Sud. Alors je pense que l'autrice du coup est originaire de là-bas. Alors je sais pas si c'est Inde, Pakistan, je sais pas, c'est pas précisé là comme ça. Elle est britannique, donc voilà, donc c'est ses origines. Donc 18,90€ pour 416 pages. Et dans cette histoire, on est dans un monde où les Dayan sont des esprits qui prennent possession des humains. Ils rôdent la nuit. Et les enchanteurs d'Agral sont les seuls à pouvoir défendre le royaume. Et on va suivre la princesse Tia, qui va découvrir qu'elle est une Aetani. Je dis des mots, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je pense que c'est des termes spécifiques au livre. Qui est capable de contrôler l'éther. Et elle va attirer du coup l'attention du mage Isaac. Et en fait, pour entraîner la princesse sur la ligne de front, il va prendre en otage Amara, qui est le grand amour de Tia. Voilà, donc il y a une romance saphique dedans. Hein. Et donc Tia va entreprendre un voyage pour sauver Amara, donc accompagnée de son frère Lochan, je sais pas, et du mage Kayan. Et donc voilà, elle va apprendre à contrôler ses pouvoirs,
etc. etc. Bon, je sais pas, le synopsis est un peu long, donc on va pas tout raconter. Mais voilà, donc magie inspirée des contes d'Asie du Sud. Et relations queer, voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Bah, ça rentre en même temps dans Lisons l'Asie et dans le mois des fiertés. Donc même si c'est de la romantaisie, je trouvais ça bien de le mettre. Voilà pour celui-ci. Pardon, ouais, je lisais plus vos commentaires, ça a l'air profond sur les idées, sur fond de thème profond, oui, certainement, je pense, pour le petit livre des cités, là. Et donc, pour Victorian Saiko, c'est bien une adaptation. Ok. Merci, les filles. Allez, on reste sur du young adulte, et toujours le 10 juin, sortira What's Murder Between Friends de Meg Gatland Venice. Parle d'un nom, pardon. Qui sortira également chez Bayard. Deux young adultes de chez Bayard d'affilée. Au prix de 17,90 € également pour 352 pages. Alors, donc, on va suivre dans cette histoire Hali. Qui participe à une chasse qui en participant à une chasse au trésor dans son lycée va découvrir un cadavre. Bah super. Et ce cadavre n'est nul autre que celui d'une professeure, en fait, qui est Madame Lovelace, qui va être découverte devant une salle de classe. Et on est dans un village de 36 habitants, donc forcément, il n'y a pas beaucoup. Enfin, la liste des suspects est pas très élevée, hein. Et les regards vont se tourner vers le petit groupe d'élèves qui étaient présents sur les lieux ce week-end-là. Sauf que, il y a aucun d'entre eux n'avait la moindre raison d'assassiner cette professeure. Et voilà, tout ce que je peux vous dire sur le synopsis. Donc voilà, petit thriller young adulte, un peu à la whodunit, hein, puisque voilà, c'est voilà qui a fait quoi parmi les élèves globalement, hein, c'est un peu ça, je pense, hein. Voilà. Donc, pourquoi pas. What's Murder Between Friends. Voilà pour, en tout cas, celui-ci. Allez, on saute directement au 16 juin avec la sortie de Brasier de Florence Wells qui sortira aux éditions L'Alchimiste. Je connais pas trop cette maison d'édition. Au prix de 21,90 € pour 238 pages. Et dans cette histoire, on est en France a priori, malgré le nom de l'autrice, j'ai l'impression. Ah, quoique non, ça veut rien dire parce que les Landes, tout à l'heure aussi c'était les Landes, mais c'était en Angleterre. Donc je regarde, je sais même pas. Mais bon, là c'est les Landes avec un L majuscule. Je pense que c'est en France. Donc, dans les Landes, cette année, l'été est très sec. Et très vite, les premiers feux vont éclater au cœur de la forêt de pins. Donc, évidemment, les pompiers vont lutter contre ces incendies, mais en vain, parce qu'en fait, il y a beaucoup de départs de feu. Et donc, du coup, ça devient un petit peu mystérieux quand même. Et du coup, en fait, dans les villages, la peur va s'installer. Est-ce que c'est pas d'origine criminelle? Pourquoi il y a autant de départs de feu? C'est pas parce que pas parce que il y a la sécheresse que c'est normal qu'il y ait 15 000 départs de feu. Elle est indiquée comme française sur Babelio. Merci Rose. Et donc on va suivre en première ligne du coup une famille de pompiers, Marc, Étienne, qui sont tous trois aux prises avec les flammes. Et entre eux, les tensions sont palpables. Et on va suivre en parallèle Raymond, qui est enquêteur, qui va traquer un incendiaire insaisissable. Jusqu'au jour où un feu va devenir incontrôlable.
Et on nous dit, attention, c'est très métaphorique, voilà, car certains brasiers ne naissent pas simplement dans la profondeur de la forêt, ils couvent depuis longtemps dans le cœur d'un des leurs. Tout, tout, tout. Voilà. Donc ça a l'air d'être un thriller psychologique qui, sous couvert de trucs d'incendie criminels, etc., va questionner les relations entre les personnages. Ça a l'air d'être quelque chose comme ça. Voilà. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, donc elle a commencé, ouais, on nous dit que l'autrice a commencé à écrire dans le confinement, pendant le confinement en fait, de 2020, du coup. Voilà pour celui-ci, en tout cas. Allez, on passe au 17 juin avec la sortie d'Aïcha de Soraya Boisaoui, qui sortira chez Hugo dans leur collection Stardust au prix de 21,95 € pour 432 pages. Alors, il va sortir direct en hardback a priori. Je crois qu'il n'y aura pas de version paperback. Mais du coup, bon, 21,95 € pour du hardback, ça va. Par contre, je pense que c'est du young adulte. Dans cette histoire, ouais, je sais pas pourquoi ils ont laissé Temptress, Monster Warrior sur la couverture au lieu de traduire Tentatrice, Monstre Guerrière. Pourquoi pas, ça sonnait bien en français aussi, mais bon. Donc on est au XVIe siècle. Le Maroc est sous domination portugaise, mais œuvre dans l'ombre pour recouvrer sa liberté. Et on va suivre Aïcha, qui est la fille cadette d'un rebelle et qui est une combattante née. Et après avoir vu son peuple être tué, humilié, torturé par ses occupants, et ben ça a réveillé sa rage. Seul Rachid, qui est secrètement amoureux de la jeune fille et qui est le chef de la rébellion, sait comment l'apaiser. Mais lorsque la lutte pour la liberté du Maroc atteint des sommets de violence, la créature qui sommeille en Aïcha réclame d'être relâchée. Et on nous dit qu'elle a soif d'entendre les cris de ceux qui ont provoqué sa douleur et ne pourra être ignorée. Alors, bon, ça a l'air d'être un truc historique, mais ça a aussi l'air d'être un roman fantastique, j'ai l'impression. C'est Stardust. Stardust, c'est pas une collection de romans historiques, hein. Donc je pense qu'on est sur un truc fantastique. J'imagine qu'elle a des pouvoirs particuliers. On dit la créature qui sommeille en elle. Enfin, voilà, il y a des indices en tout cas. Il y a des indices dans le synopsis, il y a des indices dans la collection. Il y a des indices un petit peu aussi sur la couverture, j'ai envie de dire. Avec en plus Laura, là, comme ça. Donc voilà, je l'ai mis parce que, ben ouais, moi j'aime bien hein, les romans... qui parlent d'autres cultures et puis qui mettent en scène comme ça voilà des femmes fortes. En plus on est dans un truc de résistance contre la colonisation, voilà, donc c'est intéressant, du coup je vous l'ai mis. On passe au 19 juin. Alors à la fin il va y avoir tous les graphiques là. Quasiment. Ouais, parce que jusqu'à présent il n'y a eu qu'une seule BD. Et en fait ils sont tous à la fin. On passe au 19 juin avec la sortie des Irradiés de l'île Longue de Carole Collinet et Éric Appéré. Et en fait c'est tiré d'une histoire vraie. Voilà, donc c'est une BD. Hein. Ça sortira chez Dargaud au prix de 23 € pour 136 pages. C'est tiré d'une histoire vraie. Dans les années 60, le général de Gaulle a choisi l'île Longue, donc une presqu'île du Finistère, pour y installer une base de sous-marins nucléaires. Et de 1972 à 1996, des ouvriers donc, qui vont travailler à l'assemblage des sous-marins sans protection et vont être maintenus dans l'ignorance des risques pour leur santé. Et un jour de 1996, ils vont cesser le travail et engager un véritable bras de fer avec les responsables militaires du site. Voilà. Ça fait un peu penser au... mince, comment ça s'appelle là ?
Des filles qui étaient irradiées par la peinture, là. Putain, c'était sur quoi, déjà? J'ai oublié. Putain, le pire, c'est que j'ai lu la BD de Si, l'autrice. Et c'était Radium Girls. Ouais, c'est ça. Mais c'était pour... Qu'est-ce qu'elle peignait, déjà? Ah, je me souviens plus. C'est un truc de fou d'avoir un trou comme ça. Ou pareil, voilà, c'était pas du tout... Enfin, on s'en foutait complètement des risques du fait de manier de la peinture au radium, quoi. Et là, c'est un peu le même délire. Voilà, c'est un peu le même délire. Sans protection, quoi. Ils travaillaient sur des trucs nucléaires. Bon, ben voilà, quoi. Donc, c'est toujours intéressant, ces histoires-là. Hein. Silence d'État, évidemment, comme d'habitude. Des cadrans lumineux. Ah ouais, c'est ça. Ok, merci Rose. J'avais complètement oublié ce que c'était, ouais. C'était un truc à la con, ouais. Hein. Et du coup, oui, elles avaient entamé une grève. Il y en avait qui étaient décédés à cause de ça. Enfin, voilà, c'est un truc de fou, quoi, cette histoire. C'était une vraie histoire aussi. Hein. Voilà donc pour cette petite BD. On passe directement au 24 juin avec la sortie d'un petit manoir. Donc, c'est une BD coréenne, sud-coréenne, qui s'appelle Au nom de Sita par l'autrice Haga, H-A-G-A, qui sortira chez Nazca, les éditions Nazca, au prix de 24,95 € pour 488 pages. Donc c'est un grand format hein, de manoir, quoi. 488 pages, c'est quand même énorme. Surtout que, ouais, en vrai, 25 balles pour 488 pages de BD en couleur, parce que les manhwas sont en couleur contrairement au manga, c'est pas très cher en réalité. Donc dans cette histoire, on va suivre un médecin coréen qui va faire du bénévolat au Népal et qui va rencontrer une mendiante qui se prostitue pour survivre et gagner assez d'argent pour nourrir des enfants des rues. Voilà. Ils font connaissance, il va l'aider, la soigner et ils vont tomber amoureux. Alors putain, et c'est bon, non mais le synopsis, j'ai l'impression qu'il raconte toute l'histoire, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Hein, parce que bon. Après voilà, il y a un... Je pense qu'il y a un aspect fantastique dans l'histoire. Mais voilà, ouais, j'en dis pas plus parce que je trouve que ça spoil un petit peu. Ça spoil un petit peu, mais je pense, voilà, il y a un aspect un peu fantastique. Alors, on va être un peu dans la religion, mais plus népalaise, hein, pour le coup, voilà. Voilà, dans des histoires de rituels, des trucs comme ça. Voilà, j'essaie de pas trop en dire. Mais ça a l'air plutôt intéressant. Alors, je pense que Sita, c'est une déesse, a priori, si je comprends bien. Voilà. J'en sais pas plus. Je crois que c'est un one-shot. Ouais, j'ai l'impression que c'est un one-shot. Il n'y a pas de tome 1. Mais voilà. Ouais, je préfère pas tout dire le synopsis parce que je trouve que c'est un peu dommage. Mais voilà, en tout cas, si ça vous intéresse, sortira donc le 24 juin. Ah putain. Merde, j'en ai mis un dont la sortie a été repoussée au 1er juillet. Ah, je vais pas le mettre, enfin, je sais pas en fait si je le mets, parce que ouais, je vais quand même essayer de faire des sorties de juillet au cas où, parce que je pense qu'il va y avoir quelques mangas et tout, donc ça serait un peu dommage. Du coup, je vais le passer. Tant pis, ça en fera que 29. Et on va direct passer au suivant. Et oui, du coup, en fait, il devait paraître fin juin et la sortie a été décalée au 1er juillet. Ouais, il devait paraître le 24 juin aussi, ouais. Voilà, ça a changé. Du coup, on va... merde, putain. Voilà. Ouais, je voulais pas spoiler, donc... On va passer à une autre BD qui sortira également le 24 juin. Il s'agit de Mussolini
de Patrice Pernin, Malo Kerfrieden et Florence Fantini. J'ai l'impression que c'est un truc franco-italien. Je sais pas trop. Alors, c'est un tome 1. Le tome 1 s'appelle Avanti Popolo. Le peuple qui avance. Je pense, je crois. Donc, ça sortira au prix de 15,50 €, mais pour 56 pages. C'est vraiment les BD, c'est pas les romans graphiques, c'est des BD en format BD classique. Hein, voilà. Ça sortira chez Glénat. Et donc, allez, on retourne à la Seconde Guerre mondiale, ça faisait longtemps. Dans la France occupée, où on va suivre Folco, qui est un adolescent immigré italien qui rêve de liberté et d'honneur. Il est bercé par les chants révolutionnaires de son pays et révolté par la dictature. C'est Bella Ciao, chant des partisans, tout ça, tout ça. Et il va décider de rejoindre les partisans pour combattre Mussolini. Oui, voilà, d'où le chant des partisans, effectivement. Et on va suivre aussi... Non, on va suivre rien du tout. Ah si, non. On va être 3 ans plus tard, voilà, pardon. On va être 3 ans plus tard, en avril 1945. Milan s'apprête à tomber. Le cardinal Schuster, je sais pas comment ça se prononce, je sais même pas qui c'est, tente une dernière médiation entre le Duce, alors le Duce c'est Mussolini, hein, et le comité de libération nationale, mais Mussolini, qui est affaibli et plus paranoïaque que jamais, va refuser toute reddition. Pareil, il raconte un peu toute l'histoire là. On va arrêter là. Parce que pourquoi ça raconte toute l'histoire? C'est un peu le principe de la BD, de raconter l'histoire de Mussolini. Ne racontez pas tout. Je comprends pas. C'est un peu con en fait. Mais en tout cas, on va suivre Folco, qui est devenu homme et soldat. Voilà. Dans cette histoire. J'en dis pas plus. Donc il y a une partie romancée, enfin c'est une BD, mais c'est voilà, une partie inventée du personnage de Folco, mais avec derrière la vraie histoire donc de Mussolini. Voilà, on nous dit que c'est entre drame historique et récit initiatique. Et que ça raconte la fin d'un monde, celle du fascisme, de ses illusions. Ouais, alors malheureusement, j'aurais aimé être d'accord pour dire que c'était la fin d'un monde, mais bon, hein, voilà. Ce monde revient en ce moment. Déjà, il est revenu en Italie hein, avec Giorgia Meloni. Mais voilà quoi. Bref, voilà en tout cas pour cette petite BD. On passe au 25 juin. Et là, on retourne sur un roman. Oui, un roman qui s'appelle Gouttelettes d'or de Kwam Tawa, qui sortira aux éditions Backland. Je connais pas ces éditions, Backland. Au prix de 17 € pour 207 pages. Et dans cette histoire, en fait, je crois que c'est un poème. Pas un roman, c'est un poème apparemment. C'est un poème où l'eau occupe une fonction centrale. Un élément de médiation entre les mondes présente dans les rites de deuil, d'initiation et de réconciliation. Bon, je lis ce qu'il y a écrit, hein, voilà. À travers le motif des 9 gouttes symboliques, Kwam Tawa tisse un lien entre les rituels ancestraux bamilékés et des lieux européens empreints de spiritualité tels que la fontaine de Saint-Sicaire ou Brantôme, créant ainsi un dialogue poétique entre les cultures, les mémoires et les espaces sacrés. L'œuvre aborde aussi les luttes intérieures et collectives, colère, tristesse, héritage douloureux, le do, D-O, accent circonflexe, concept issu de la tradition, symbolise la malédiction ancestrale qui pèse sur les êtres.
Dans cette lutte contre les forces obscures, les femmes occupent une place essentielle. Elles incarnent la résilience, la maternité et la quête de paix intérieure. Bon, c'est un peu essentialiste, hein, mais bon. Donc voilà. Ouais, je l'avais mis pareil, un peu pour la représentativité, le côté poésie. Voilà, donc c'est un auteur camerounais. C'est un auteur camerounais à la base. Voilà, et donc voilà, pour la culture un petit peu du Cameroun. Mélange des cultures, hein, visiblement aussi. Voilà, en tout cas, donc pour celui-ci. Et on va terminer. On va terminer avec un petit roman d'une maison d'édition que je vois de plus en plus, là, d'ailleurs. Je sais pas si c'est bien ou pas. Le 25 juin également sortira Under the Hammer de Samantha Miles. Donc aux éditions Le MacGuffin. Voilà. J'arrête pas de voir ces éditions. Enfin, j'arrête pas. Ça fait plusieurs fois que je les vois, que j'en présente et tout, mais je sais pas du tout quelle est vraiment la ligne éditoriale de cette maison d'édition. Enfin, je me renseigne un petit peu. Dans cette histoire, on va suivre Gemma, qui a tout perdu, ou presque. Son compagnon l'a quittée pour sa meilleure amie. Elle se retrouve seule dans un appartement devenu inabordable. Ouais, voilà, parce que le loyer est indécent, donc si elle est toute seule à le payer, c'est compliqué. Elle a aucune perspective. Et évidemment, elle est très en colère. Colère nourrie par des années de précarité, d'humiliation ordinaire et d'un système du logement qui ne lui a jamais laissé de place. Et lorsqu'un accident de réparation coûte la vie à son propre bailleur, Gemma comprend qu'une brèche s'est ouverte. Ce qui relevait jusque-là de la rage impuissante devient une possibilité concrète. Et donc elle va commencer à s'en prendre à d'autres propriétaires qu'elle a repérés dans une émission de télévision consacrée à la rénovation immobilière, où leur aisance et leur indifférence s'exposent sans filtre. Ça, j'aime bien ça. Et du coup, pour Gemma, voilà, en fait, décide que tous ses propriétaires sont responsables de son malheur, et donc elle va décider de les buter. Voilà. Et voilà, on dit Under the Hammer est un thriller satirique féroce et profondément contemporain qui explore la colère sociale née de la crise du logement, sans l'excuser ni la condamner. Porté par une narratrice imprévisible et une intrigue haletante, le roman progresse dans une tension continue où colère sociale, humour noir et violence se mêlent étroitement. Alors, ça fait penser à Dirty Weekend, mais version effectivement lutte des classes. Moi, j'aime bien parce que c'est vrai que c'est un aspect qu'on oublie, duquel on parle pas toujours. C'est effectivement la crise du logement et l'oppression des propriétaires. Parce que oui, propriétaires, attention, les multipropriétaires, voilà, on parle pas de la personne qui a économisé pour acheter sa maison, hein, bien sûr. On parle des propriétaires qui achètent pour pouvoir louer et vivre de leur rente et qui louent souvent à des sommes, à des coûts indécents et qui en plus voilà, évidemment ne se gênent pas pour faire expulser les gens quand ils n'ont pas payé leur loyer pendant 2-3 mois, voilà. Et on parle pas en fait de ce... C'est vrai que ça c'est un sujet important, parce que je vois souvent en fait les gens défendre des propriétaires, alors notamment quand on parle de squat aussi, c'est important. Voilà, j'en profite, c'est la minute politique, gauchiste du jour. Quand on parle de squatteurs, c'est vrai que on est tenté, et la majorité des gens font ça, on est tenté de dire que c'est normal de virer des squatteurs de chez soi, voilà. Sauf que en fait, des squatteurs, ils vont pas squatter une maison qui est habitée.
des squatteurs, ils vont squatter un logement qui reste inhabité. Et pourquoi il reste inhabité ce logement? C'est des logements qui ont été achetés par des gens qui espéraient en fait les louer pour assez cher, voilà, pour faire de la thune, qui en fait au final sont pas loués et ils en ont rien à carrer parce que de toute façon ils ont assez de thunes pour vivre sans ça. Et donc du coup, ben effectivement, il y a des familles, il y a des gens sans, pas forcément des familles d'ailleurs, il y a des gens qui sont sans abri, ben voilà, qui viennent squatter dans ces logements inoccupés qui ne devraient tout simplement pas exister. Oui, c'est une nouvelle maison d'édition, ouais, effectivement, on les voit de plus en plus. Voilà, donc en fait, il y a une énorme crise du logement, on a de plus en plus de gens sans domicile fixe. Et à côté de ça, on a des gens qui investissent dans l'immobilier et qui se plaignent quand ils ont des squatteurs. Et qui se plaignent quand les gens payent pas leur loyer. Et qui ont juste zéro empathie en fait. Et donc en fait, moi j'estime qu'on devrait réquisitionner ces logements-là en fait pour qu'ils soient occupés par des gens dans le besoin. Voilà, et du coup, tout ça pour dire que ce roman est peut-être un peu politique justement par rapport à ça. Et qu'on est dans la version, on est peut-être en tout cas, hein, je sais pas, dans la version Dirty Weekend, mais version locataire abusé quoi. Voilà, tout simplement. Parce qu'à un moment, ben, désolé, mais ça a bien 2 minutes de se foutre de notre gueule au niveau des prix des loyers indécents, quoi, voilà. Surtout pour louer des passoires et voilà, des logements qui sont pas aux normes. Donc, ouais, pour moi les multipropriétaires comme ça sont autant des oppresseurs que la police, que les grands patrons, que voilà, tous ces gens qui ont un ascendant, qui ont un pouvoir en fait sur des gens qui sont en difficulté et qui exercent une violence légale en fait, hein, c'est ça le plus malheureux, c'est que c'est une violence légale. Et ben faut pas s'étonner, voilà, qu'à un moment, bah ouais, il y a des gens qui pètent les plombs, quoi. Voilà, et du coup, j'espère que... Il faudra que je regarde un peu la ligne éditoriale du MacGuffin. J'espère que ce roman s'inscrit un peu dans cette histoire. Voilà. Bah, j'aime bien qu'on nous dise sans l'excuser ni la condamner, la colère sociale, sans l'excuser ni la condamner. Bon, moi je l'excuse, mais au moins ça la condamne pas. Voilà, je me suis permis ce petit laïus parce que c'est le dernier livre hein, de la sélection. Donc encore une fois, bien sûr, vous avez parfaitement le droit d'être propriétaire de votre maison et de ne pas avoir envie que des gens squattent chez vous, mais il n'y a aucun squatteur qui va venir squatter dans une maison habitée. Voilà, je le dis comme ça. Les logements vacants ne devraient pas exister. Il y a trop de logements vacants, c'est grave, c'est très grave. Voilà, tout simplement. C'était le mot de la fin et voilà. On est d'accord là-dessus. Hein. On est d'accord. Et voilà, du coup, c'en est fini de cette sélection. On va revenir du coup par ici. J'ai fini avec cette petite sélection de sortie grand format du mois de juin, en espérant que ça vous aura intéressé. Moi déjà c'est sûr que du coup je vais acheter Victorian Psycho. Celui-là c'est sûr. Après les autres, je sais pas, on verra, ça va dépendre de plein de choses. La Tradwife que j'écouterai certainement sur Audible. Ah non, c'est pas la Tradwife, c'est le truc de Sarah Pinborough qui est sur Audible. Ah, la Tradwife, je sais pas. Mais ça, c'est un truc, ouais, s'il est sur Audible, voilà. Typiquement. Et les Reines Grises. Les Reines Grises aussi. Très très envie de lire les Reines Grises. Cordelia, évidemment. Voilà. Du coup, on va se retrouver quand, nous, YouTube? Quand est-ce qu'on se retrouve, YouTube?
Eh bien, c'est une très bonne question parce que malheureusement... malheureusement, je vais pas pouvoir faire un... Ah, j'ai eu un frisson. Je vais pas... Pourtant, il fait chaud. Je vais pas pouvoir faire un bilan lecture avant un petit moment, à mon avis. Je pense. Et là, on a quoi? Ouais, ah bah si, je sais quand est-ce qu'on va se retrouver. Je pense dimanche prochain. Enfin, dimanche, lundi pour vous. Puisque dimanche prochain, voilà, ben voilà, Karine a répondu à la question parce qu'elle sait toujours mieux que moi. Mais oui, le book haul, bien sûr, je pense que je vais l'enregistrer sur YouTube. Voilà, donc dimanche, dimanche soir prochain, je ferai un book haul de mes achats. En fait, globalement, un book haul de mes cadeaux d'anniversaire. Alors, à l'exception, mais je le mettrai dedans aussi, remarque. Si, je le mettrai dedans, le cadeau de Rose, puisque je l'ai montré en live, mais je ne l'ai pas montré à YouTube. Attendez, je le... Il est où que je l'ai mis? Il était par là. Non, mais j'y pense maintenant, parce que sinon, je vais oublier. Putain, je crois que je l'ai rangé. Voilà ce qui se passe. À chaque fois que je range des choses, après, je ne les retrouve pas. Bah oui, je l'ai rangé. Évidemment. Je l'ai rangé. Mais oui, bon, en tout cas, ça sera un book haul. Putain, il faut pas que je l'oublie. Je suis sûre que je vais l'oublier, du coup, ça m'énerve. Ça sera un book haul de mes cadeaux d'anniversaire. Voilà, donc il y aura cadeau des amis et il y aura achat comédie du livre parce que c'est aussi des cadeaux d'anniversaire. C'est un cadeau d'anniversaire de la part de mon chéri. Je suis visionnaire, c'est ça. Voilà. Parce que jeudi, je sais pas encore ce que je ferai. Donc au pire du pire, ça sera effectivement le book haul sur YouTube. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve donc au mieux, ou au pire, non, au pire plutôt, au pire dans une semaine. Bisous, bisous, bonne semaine à vous. Ciao.